Donc merci à Pascal de nous avoir donc invités et de parler effectivement sur cette table ronde des acteurs de santé face aux enjeux sociaux, politiques et économiques. Comment repenser les systèmes de santé? Donc nous avons 5 intervenants, a priori sur une demi-heure. Quels sont les enjeux? Je vais prendre la cancérologie. Pourquoi? Parce que je suis directeur général de l'Institut Curie et cancérologue. J'ai la chance d'être à la fois directeur et médecin. Et c'est un élément pour moi qui est important. Alors quels sont les enjeux réels de la cancérologie en 2018 et qui vont nous permettre ensuite de réfléchir à travers les différentes présentations? Premier élément, le cancer est devenu une vraie maladie chronique, et même au stade métastatique. Le meilleur exemple, le cancer du sein, le mélanome malin maintenant que grâce à l'immunothérapie, nous pouvons chroniciser. Deuxièmement, nous avons plein d'innovations en cancérologie grâce à la médecine de précision, grâce à les éléments de génomique. Et donc, il faut consolider le modèle français d'accès précoce. Et je vous invite tous à lire le rapport d'une commission sénatoriale qui est paru la semaine dernière et qui présente 14 propositions, 14 pistes pour permettre de consolider notre modèle français d'accès précoce qui est important pour nous en cancérologie. Troisième élément important, c'est l'enjeu sociétal. Et nous avons une évolution des pratiques en cancérologie. Et dans cette évolution, c'est le patient lui-même qui devient acteur de sa maladie, qui intervient dans la stratégie thérapeutique. Et cet élément devrait être pris en compte en tant qu'enjeu. Ouais, autre élément d'enjeu, c'est l'e-santé et l'intelligence artificielle en cancérologie. Nous avons eu la chance à Curie d'avoir la visite du président de la République, puisque nous travaillons sur l'e-santé, en particulier en biopathologie. Élément important d'enjeu, c'est l'égal accès au traitement et à l'innovation pour toutes les personnes au niveau du territoire. Et enfin, je terminerai, enjeu important, c'est l'interconnexion obligatoire entre les systèmes de santé, puisque la majorité des patients qui ont des cancers sont maintenant traités quasiment à domicile grâce à des innovations thérapeutiques sur des traitements par voie orale. Je passe donc la parole à ma Clémence. Voilà. Merci Pierre. Donc du coup là on a brossé les grands enjeux de transformation auxquels doit faire face le système de santé. La question de cette table ronde, c'est comment on y va une fois qu'on a identifié ces enjeux. On a vu sur les tables rondes précédentes qu'il pouvait y avoir des avis partagés sur quel espace donner à telle incitation financière ou tel autre modèle. Une des questions qui se pose aujourd'hui, me semble-t-il, n'est plus tant vers où on veut aller, mais comment on conduit les acteurs à y aller. Alors, on se pose tous des questions en se regardant sur les leviers dont dispose le régulateur. J'ai parlé des leviers de financement. Se sont développés ces dernières années de plus en plus la régulation par la certification et les mécanismes d'accréditation. On ne peut quand même pas s'empêcher d'avoir une régulation par la coercition. On garde encore certaines politiques publiques qui sont conduites de façon un peu dirigée. On entend de plus en plus la question de comment redonner des espaces de confiance et d'autonomie. On a parlé un peu ce matin de la personnalisation des organisations par rapport à quelque part quelque chose qu'on a longtemps promu à travers le concept d'universalité du service public. Donc une des questions par laquelle on peut commencer serait comment aujourd'hui doivent se positionner les différents intervenants, à la fois les offreurs de santé, mais leurs différentes tutelles, que ce soit les ARS, le ministère, les opérateurs, le financeur, pour arriver ensemble à avancer dans ce chemin, tant les recettes que l'on a pu utiliser jusque-là ne nous ont pas permis d'atteindre à temps les cibles que nous nous étions fixées. Donc peut-être on commence avec toi, Rémi. Voilà, c'est décidé. Donc Rémi Bataillon, tu es professeur associé à l'École des hautes études en santé publique, tu as travaillé à la Haute Autorité de Santé et tu travailles également au ministère de la Santé, au secrétariat général des ministères des Affaires sociales. Merci. Donc je parle surtout avec une casquette EHESP aujourd'hui, ce qui me donne peut-être plus grande liberté de parole, même si vous allez voir ce que j'ai à partager avec vous sur quelques points. Donc Pascal m'a demandé de partager quelques messages clés avec vous et pas très disruptifs. Alors,
Ça a été dit, je voulais de nouveau le partager avec vous. Mon analyse, c'est qu'au fond, il y a un relatif consensus du schéma cible, de vers où on va depuis maintenant une vingtaine d'années au moins. Et cette transformation progressive du système de santé en France, me semble-t-il, s'organise autour de grands principes, de valeurs, la responsabilité populationnelle, l'intégration des acteurs, l'implication des patients, qui au fond sont assez peu remis en question et autour desquels on a vu au fil du temps se multiplier des dispositifs. Alors il y a tout un tas d'acronymes, les GHT, les CPTS, les MSP, les CLS, les MAIA, etc. Bon. En regard de ce constat, il me semble qu'il y a maintenant un enjeu absolument central qui est de partager avec l'ensemble des acteurs et pas juste les quelques pourcents qui vont porter des initiatives, de partager une même compréhension de là où on va. Et ça suppose évidemment de s'inscrire dans la durée, ça suppose d'avoir des relais, des leaders qui vont partager, qui vont faire comprendre, qui vont raccrocher ces grandes transformations à des initiatives, à des problématiques très concrètes sur le terrain. Ça suppose peut-être aussi d'éviter ce syndrome, alors je ne sais pas s'il est français, du concours Lépine, de vouloir à chaque fois réinventer le nouvel dispositif, la nouvelle idée qui va d'un coup de baguette magique transformer le système, et donc d'arrêter peut-être à un moment donné avec les acronymes. Bon. Donc premier constat que je voulais partager avec vous, et donc cette nécessité de partager le sens de ces transformations. Et encore une fois, pour beaucoup travailler avec les acteurs des soins primaires, pour beaucoup travailler au sein des ARS, ce sens-là n'est absolument pas partagé. Alors, au niveau du ministère, il est évidemment complètement partagé. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est une forme de confusion sur ce qu'on appelle la stratégie de transformation. Souvent, on entend parler de stratégie de transformation et en fait, on parle non pas du comment on va faire, mais on parle du quoi, c'est-à-dire du schéma cible. Et probablement parce qu'on est un peuple d'ingénieurs brillants, hein, on va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à définir finalement ce qui relève plutôt du détail, me semble-t-il, dès lors que l'enjeu, c'est la transformation du système, c'est-à-dire des instructions, des lois, des circulaires, des recommandations. Et finalement, on ne met pas assez d'énergie, on ne met pas assez de ressources dans cet accompagnement. Alors, c'est en train de changer. C'est en train de changer doucement, mais moi, je suis assez frappé quand on regarde notamment les pays anglo-saxons, alors qu'ils sont plus faciles d'accès parce qu'ils publient beaucoup, c'est probablement pas les seuls. Aux États-Unis, par exemple, sur une stratégie qui est très proche de notre territoire de soins numériques, c'est-à-dire une stratégie d'informatisation massive dans les établissements de santé, dans en gros les cabinets médicaux. Ils mettent en place parallèlement à cette politique des centres de ressources, alors qui seraient l'équivalent de nos centres de nos régions, et ils dotent ces centres de ressources d'un budget très conséquent, entre 5 et 30 millions de dollars, pour, pendant 5 ans, accompagner ces transformations. Et donc, une part très significative du budget qui est consacré à la mise en œuvre de cette politique cible la mise en place de ces centres de ressources avec le développement de formations, le soutien au leadership, etc. Et de la même façon, en Angleterre, il y a tout un dispositif qui s'est mis en place autour de la pertinence des soins. Là aussi, un peu le même principe de centres de ressources infra-régionaux qui embarquent, en gros, à chaque fois un peu toujours les mêmes ingrédients, leadership, formation, ressources techniques, séminaires de partage d'expérience, retour d'expérience, etc. Et ces centres-là sont dotés... Alors, si on regarde juste celui nord-ouest de Londres, donc pas un territoire forcément très grand, de 30 millions de livres sur 5 ans. Et 38 équivalents temps plein dans ce centre de ressources.
Alors en France, j'ai le sentiment depuis quelque temps qu'on est en train de prendre la mesure de cette nécessité d'appui aux transformations. Alors il y a les initiatives que Clémence porte autour des GHT avec Inès qui est dans la salle, hein, et qui s'inscrit dans cette perspective-là. Il y a des initiatives qu'on prend par ailleurs sur les soins primaires. Il y a évidemment tout l'axe stratégique que développe l'ANAP avec le développement de communautés professionnelles. Et donc il y a ce mouvement-là qui se met en place. Et dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a un point absolument central, c'est développer la compétence ou la capacité à faire des acteurs. Alors, si on considère que les directeurs d'établissements de santé sont, eux, formés au management, c'est absolument pas le cas de tous les autres acteurs qui vont avoir une responsabilité d'embarquement, qui vont avoir une responsabilité d'animation locale, de mise en œuvre de projets. Alors, ce n'est pas que les médecins, c'est aussi les autres professionnels de santé, c'est aussi d'autres catégories professionnelles. Et cet enjeu de formation, cet enjeu de développer la capacité à faire, elle s'accompagne d'un corollaire, me semble-t-il. C'est au fond d'accepter de lâcher prise, la culture de l'échec finalement, qui est quand même un peu difficile encore, notamment chez les institutions que nous représentons d'une certaine manière. Et puis, enfin, voilà, donc lâcher prise, accepter l'échec, et mieux régler ce qui relève du national, ce qui relève du régional et ce qui relève du territorial. Voilà quelques éléments à partager. Merci Rémi. Avec Clémence, compte tenu du temps imparti, on préfère faire une discussion à la fin. Charles Guéprat, donc directeur général du CHU de Nice. Charles ? Oui, je reviendrai un peu sur les éléments de contexte qui ont été indiqués par Rémi pour rebondir sur la question du sens et du contexte, on va dire, un peu extérieur, mais nécessaire à l'environnement de la transformation. Il est aujourd'hui assez difficile de bien lire la politique de santé. Alors, je suis haut fonctionnaire, donc je suis quand même astreint à un devoir de réserve, donc je vais être assez sobre. Mais quand on prend, par exemple, les contre-communications sur l'ONDAM, qui est aujourd'hui à l'équilibre, me semble-t-il, et qu'on regarde que les CHU, qui sont extrêmement performants, qui ont multiplié par 5 leur déficit en 12 mois, dont la PHP, mais pas que, hein, quand on prend la question des tarifs qui voit que le volume progresse beaucoup et la valeur décroît, voire est en marge négative, hein, malgré du volume, c'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer à une communauté médicale qui a l'impression de faire le travail qu'on lui demande. Un autre exemple sur le sens, l'ambulatoire, par exemple. Et là, je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est le CHU de Nice. On dit à nos équipes de faire de l'ambulatoire. Ils le font. Ils créent 1 millier de séjours supplémentaires l'année dernière. Ils détruisent donc 1 millier de séjours d'hospitalisation complète à peu près. Hein. Et donc, ils détruisent 3,5 millions de valeur, ce qui représente 30% du déficit du CHU pour 2017. Et donc, quand on leur indique ces éléments, ils nous disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on refait de l'hospitalisation complète ? Alors, ce serait encore pire, puisque les séjours avec la convergence nous feraient perdre sans doute encore plus d'argent. Mais des pôles qui étaient dans une dynamique de retour, de contrat analytique, de comptabilité analytique positive, deviennent des pôles en difficulté, puisqu'il y a toujours un caractère asynchrone entre la montée en puissance des modifications de prise en charge et l'accompagnement organisationnel qui doit lui succéder. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a des zones de fragilité qui créent des tensions dans les établissements. On a des volontés de ne plus mettre en œuvre un certain nombre de réformes parce qu'elles sont vues des producteurs de soins relativement incompréhensibles, et finalement de se dire que la prochaine réforme va créer encore des difficultés et finalement moins de lits, donc moins d'effectifs, donc moins d'infirmières, donc moins de qualité et moins de temps passé auprès du malade. C'est le message qui nous est remonté, même si on sait que les changements de pratique génèrent un changement aussi de l'organisation et donc pas forcément une dégradation de la qualité. En tout cas, ce n'est pas le but
recherchés. Donc je trouve que cette question du sens, elle est très importante. Il y a aussi la question du cap ou de la dimension politique. Tu disais, on voit à peu près où on veut aller. Alors oui, on voit une accumulation de chantiers qui se crée par strate. On n'a pas tout à fait fini le travail sur les groupements hospitaliers de territoire. En tout cas, dans le 06, nous, on ne l'a pas fini. J'espère que les 134 autres GHT ont tout terminé et qu'on est les derniers. Et quand on voit arriver des modifications de modèles type 51, où on sent que la nouvelle mode, c'est on switch toutes les ressources de développement et on les passe du GHT au 51, et le GHT va gérer les achats groupés et le système d'info, et puis le 51, c'est la nouvelle frontière de ce qui va sauver l'hôpital ou ce qui va nous permettre de nous différencier. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, les sujets groupement hospitalier de territoire, ils doivent continuer à, me semble-t-il, progresser, ou ils doivent être arrêtés ou stagnés, mais ça, c'est pas à nous d'en décider. Et on sent bien qu'il y a une forme de relapse, excusez-moi le terme, sur le GHT, parce qu'on est en train de nous faire monter en pression sur les autres modèles. Alors peut-être que c'est lié au changement de poste des brillants hauts fonctionnaires qui décident des sujets ou qui les modélisent au ministère de la Santé. En tout cas, il y a quand même un sujet de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre et quel est le niveau de livrable. Ensuite, il y a des éléments internes, puisqu'une fois qu'on a le sens et l'environnement, il y a des éléments internes qui sont nécessaires. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de raconter notre propre histoire et donc de construire notre histoire de la transformation, qui n'est pas justement l'accumulation des politiques publiques qui s'exercent sur nous, mais plutôt la volonté d'un établissement de se positionner dans son territoire et avec son environnement, qu'il soit hospitalier, de ville, médico-social, dans le cadre du GHT ou ailleurs. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens pour nous d'essayer de le faire comme ça, ce qui veut dire s'abstraire aussi un peu des éléments de programmation du régulateur, donc pas être collé à l'ensemble des politiques publiques ou à l'agenda du régulateur, ce qui n'est pas toujours simple, puisque l'ARS a son propre agenda et ses propres comptes à rendre. Mais on sent que quand on demande aux médecins d'écrire le projet médical en leur disant « essayez de ne pas coller à toutes les orientations stratégiques de l'agence, qui sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines selon les agences », on se libère un peu, on essaie de se repositionner, et ensuite on arrive à emporter une dimension de transformation qui crée un peu plus de valeur, mais c'est relativement compliqué. Merci Charles. Peut-être on continue la discussion donc avec Jean-Marc Coursier, directeur des relations médicales et patients chez Ramsay Général de Santé. Oui, bonjour, merci d'abord de m'avoir convié à cette table ronde. Moi je pense quand même que, et on le dit un peu en filigrane depuis ce matin, mais il n'y a pas de changement d'organisation au sens large, il n'y a pas de changement de pratique, et M. Guéprat vient de l'illustrer, s'il n'y a pas de changement de mode de financement, puisque sinon on fait le grand écart, et le public fait le grand écart entre les tarifs, ce qu'on fait également, mais nous en plus on fait le grand écart avec les honoraires qui ne sont pas forcément collés aux organisations de l'ambulatoire par exemple. Et donc globalement il n'y a pas de modification véritable de changement et de pratique médicale, hein. Je suis médecin, donc ça ne me pose pas plus de problème de dire ça, s'il n'y a pas de changement de mode de financement. Deuxième élément, c'est si on veut arriver à ce mode de financement, en tout cas des modifications, il y a une histoire d'échelle. Et là, on voit bien qu'en France, on arrive maintenant à un constat clair, c'est que l'échelle nationale n'est pas la même, elle n'est pas la bonne, et qu'il faut arriver à une notion de territoire. Alors après, est-ce que c'est sur le GHT, est-ce que c'est sur d'autres choses, on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est territorial. Après, c'est sur quel levier, hein, au-delà de comment on embarque les acteurs en leur donnant plein d'éléments qui peuvent les embarquer, c'est les leviers qu'on peut avoir. Les grands leviers, à mon avis, c'est la qualité et les pratiques médicales, hein, c'est-à-dire les bonnes pratiques médicales, et mettre en avant ce qu'on a finalement, comparativement à d'autres pays, peu fait en France jusqu'à présent, c'est-à-dire mettre en avant le mieux soigné plutôt que le quantitatif, hein. C'est ça la bascule de notre état d'esprit actuellement, c'est de l'aspect purement quantitatif à un aspect qualitatif autour des bonnes pratiques médicales et de la valorisation de ces bonnes pratiques médicales, autour de plein de systèmes qu'on peut imaginer, mais peu importe le système, en tout cas de mettre en avant ce qui est mieux fait par rapport à ce qui est fait de façon quantitative. Et deuxième élément de levier qui me paraît absolument
très très important, c'est le digital. Et dans le digital, finalement, pourquoi on digitalise? Il y a 2 points, à mon avis. Il y a la numérisation de tous ces éléments administratifs qui peuvent avoir son importance, mais que... Et puis, il y a l'autre aspect qui est fondamentalement le changement de relation. Hein. Le changement de relation qu'on a avec les praticiens, le changement de relation qu'on a avec les patients. Okay, au sein d'un groupe comme le mien, on met en place une brique digitale très forte, certes pour numériser et pour enlever toutes les aspérités autour des tâches administratives des patients et lui faciliter la vie, okay, mais aussi pour rentrer dans une autre relation avec lui. Dans une relation qui n'est pas uniquement une relation humaine, entre guillemets, mais qui est également une relation digitale qui a son importance dans ce monde, qu'on le veuille ou non. Et le 3e point de ces aspects digitaux, c'est la data. Et évidemment, on ne va pas faire la même chose avec les datas qu'on va pouvoir emmagasiner que ce qu'on faisait avant. Si et seulement si, une seule chose, si on est en capacité de structurer cette data médicale, ce qu'on a à ce jour pas su le faire, mais ça va arriver. Hein. Là, on a quand même une source de data médicale qui est monstrueuse autour de tout ce qui est courrier, compte-rendu, etc., qui est absolument pas exploité. Donc il faut qu'on arrive à, bien entendu, structurer cette data pour en faire une force incroyable en termes de pratique, en termes de relations, et on reboucle la boucle sur effectivement toute cette notion de qualité et de bonne pratique médicale au sens très large. Merci. Donc on va passer donc au 4e intervenant qui est Monsieur Martial Olivier Corret, président du groupe Soins Coordonnés. Donc je suis médecin. Ça marche. Oui. Donc je suis médecin généraliste libéral avec une particularité. Je suis très heureux de mon métier. Je suis très heureux d'aller au cabinet le matin et j'en sors le soir très heureux parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont heureux de faire ce métier et qui ne sont pas dans la plainte en permanence. Par rapport à la question qui est posée sur le change management, on est dans un système de santé désorganisé où on n'a jamais été capable, par rapport au Danemark, il l'a dit tout à l'heure, de définir ce qu'était la première demande de soins. On ne définit pas la première demande de soins, on veut organiser les choses après, alors que cette première demande de soins, qui n'est pas forcément un besoin de soins, qui demande à être identifiée, qui demande à être analysée et à avoir une réponse qui soit adaptée à l'état de santé du patient et pas seulement à sa demande, même si cette demande est légitime. Ça n'a jamais été fait, ce qui aboutit à ce que la première demande de soins aille chez les médecins généralistes, chez les médecins spécialistes de ville, à l'hôpital ou à l'Institut Gustave-Roussy ou n'importe où, en fait, parce que le patient a envie de ça et il a l'adresse où aller et on va le prendre. Et on va le prendre et on va lui répondre. Donc ce défaut de définition de la première demande de soins me paraît essentiel. Et si on veut organiser le système de santé, c'est quand même un des sujets sur lesquels il faudra se pencher à un moment ou à un autre. Le deuxième élément, c'est que l'essentiel de mon activité de médecin généraliste de ville, c'est de suivre des patients en situation de pathologie chronique. Je connais les gens qui sont dans ma salle d'attente, je sais ce qu'ils ont dans leur dossier, je sais souvent ce que je vais leur faire, mais je fonctionne encore avec un système basé sur la prise en charge des maladies aiguës et la tarification à l'acte. Qui ne me permet pas d'organiser mon activité par rapport à ces patients autrement qu'en faisant des actes. Donc l'accumulation de moyens, mais tout le monde fait de l'accumulation de moyens dans la santé. Hein. On y va, on a tous un chéquier, donc on tire tant qu'on veut. Au bout, c'est de l'argent public, donc personne ne sait ce que c'est, personne ne contrôle, donc on peut y aller. Donc on a une difficulté de définition du dispositif pour pouvoir se lancer dans le change management. Pour autant, les professionnels de santé de ville, moi ceux que je vois régulièrement, que ce soit les médecins généralistes, les infirmières, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, etc., bon, ceux qui restent, puisqu'il y en a qui sont partis, mais ceux qui restent sont heureux de faire ce métier. Et ce qu'ils souhaitent, eux, c'est que ça s'organise mieux. Et que dans le ça s'organise mieux, pour l'essentiel, on est dans des logiques de travailler ensemble, parce que, de fait, implicitement, on travaille ensemble. Un généraliste, l'essentiel de son activité se fait en lien avec un pharmacien, une bonne partie se fait en lien avec une infirmière, etc. On peut multiplier les exemples à l'infini. On a besoin, pour prendre en charge correctement les patients, aujourd'hui, de trouver des espaces pour se parler, se coordonner, et puis aussi mieux utiliser les compétences des uns et des autres qui sont sous-utilisées dans notre pays. C'est quand même extraordinaire d'avoir autant de professionnels de santé de ville, je parle pour le champ ambulatoire que je connais, qui soient sous-utilisés. C'est incroyable, quoi. Alors que dans le même temps, on dit qu'on a des déserts médicaux, qu'on a du temps médical qui n'est pas disponible, alors qu'on pourrait parfaitement limiter
le nombre d'ordonnances des médecins qui n'ont comme justification aujourd'hui que l'intérêt économique d'avoir un acte qui soit payé. C'est le seul. Pour, disons, 3 actes sur 4 pour être gentil avec l'ensemble de mes collègues professionnels. Donc on peut faire mieux dès demain, on peut se lancer là-dedans, mais comment on fait comment on amorce cette affaire? Le sujet, il est là, quoi. Et là, pour l'amorçage, la description par Charles Guéprat tout à l'heure du dispositif est intéressante parce que nous, quand on regarde de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est un espèce de brouillard, quoi. Parce qu'il y a des sigles partout, il y a des injonctions paradoxales, il y a des plans très urgents, prioritaires, et Jean-Louis Buffat nous a bien expliqué tout à l'heure que c'était important d'avoir un seul objectif pendant longtemps. Nous, on a un plan prioritaire tous les mois à peu près. Donc, vu de l'extérieur, on a un peu de mal à s'y retrouver. Et notre aspiration à tous, c'est simplicité, simplicité, simplicité. Pas des dossiers à monter en passant des dizaines de réunions. Si vous voulez des exemples, je vous les donnerai en aparté tout à l'heure, pour aboutir à une description en 3 pages de ce qu'on veut faire, qui soit accepté par nos interlocuteurs. Donc de la simplicité, libérer les initiatives. Bon sang, on est des entrepreneurs libéraux, on est des professionnels de santé compétents, on a tous envie de soigner nos malades, on a envie de s'organiser pour que le travail se passe mieux dans le secteur où on est, donc libérons les initiatives. Que l'État donne les grandes lignes directrices pour que la qualité et la sécurité des soins soient respectées, pour que l'égalité entre les citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, soit respectée. Ça, c'est normal, c'est le rôle de l'État. Mais que dans ce cadre-là, nous, on puisse mettre en place des initiatives qui, dans une commune, seront d'une façon, dans un quartier d'une autre, et sans doute que la plupart, je ne m'y reconnaîtrai pas, mais peu importe, libérons les initiatives et permettons aux uns et aux autres, dans la simplicité, de le faire, et surtout en s'appuyant, c'est l'essentiel de mon message, sur l'organisation de demain, qui est une organisation pluriprofessionnelle en ville, en ambulatoire, qui permet de prendre en charge les patients de façon durable. Rappelez-vous quand même que 9 personnes âgées sur 10 aujourd'hui sont plus de 9 personnes âgées sur 10 aujourd'hui sont prises en charge à domicile. Si vous voulez remplacer ça par des EHPAD, il va falloir augmenter largement les impôts et construire des immeubles partout. C'est tenu à bout de bras par les infirmières. On peut améliorer les choses, on peut rendre les choses plus faciles et plus fluides en gardant les personnes âgées à domicile, en prenant en charge les malades chroniques et en répondant à la première demande de soins de façon plus efficiente en ambulatoire, pardon. Et ça permet de n'aboutir à l'hôpital que, comme dans la description du Danemark tout à l'heure, les patients qui en ont besoin. Et ceux-là, il faut faire le maximum pour eux. Mais faire le maximum pour eux suppose qu'on n'embouteille pas les services avec des gens qui n'ont rien à y faire et que les niveaux d'efficience soient respectés. Moi, je suis frappé, pour exercer entre un CHG et un CHU, de voir que le CHG se comporte en hôpital de proximité sur son secteur et refuse les gens qui ne font pas partie de la ville, et que le CHU se comporte en hôpital de proximité sur son secteur. Histoire de bien mettre tout le monde à dos dans la salle, je m'étonne qu'il y ait autant de CHU qui servent d'hôpitaux de proximité. On pourrait en faire moitié moins et les mettre dans l'excellence et leur permettre de jouer leur métier pleinement. Pour terminer sur la problématique de tarification, qui est aussi la problématique de description de nos activités, il est clair que le paiement à l'acte n'est plus du tout adapté à la pratique ambulatoire. Il faut inventer autre chose, mais cette autre chose, ce n'est pas quelque chose qui va permettre des effets d'aubaine aux uns et aux autres, mais qui va permettre d'être vertueux. Alors, je sais que je vais faire rire, et de récompenser ceux qui font, plutôt qu'aujourd'hui, où on est à l'inverse, où on récompense ceux qui ne font pas ou ceux qui multiplient les actes, plutôt que ceux qui se donnent du mal. Et dans ce cadre-là, il faut penser dès aujourd'hui à des financements qui soient forfaitaires, mais dans le cadre pluriprofessionnel. Alors moi, j'ai toujours prôné l'égalité quand on fait la même chose entre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Donc je continue à le prôner parce que c'est important. Et puis, aboutir à une description des activités de ville qui n'est pas faite aujourd'hui à travers notamment un Conseil national professionnel de la pluriprofessionnalité ou des outils comme ça qui nous manquent aujourd'hui et qui ne nous permettent pas d'avancer. Pour terminer, parce que je sens que je dépasse, l'essentiel des initiatives qu'on doit prendre, elles doivent toujours aboutir à rendre service aux malades, avant toute chose, et pas aux professionnels. Merci beaucoup, Martial. Et pour terminer, donc, avant la discussion, Jean Villanova, vous êtes juriste à la médicale, professeur de droit à l'Université de Lille. Oui, excusez-moi, j'ai quelques problèmes de cordes vocales. Oui, il faut que je vois un ORL s'il y en a dans la salle. Voilà. Bien. Bon, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais tenir un discours qui est celui du juriste, considérant que le droit, comme la médecine, est un humanisme. Je crois que le droit est un humanisme, comme la médecine est un humanisme. Et j'aurais vous parler un petit peu, vous en avez parlé, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le docteur Potel tout à l'heure sur le patient. Et je vais revenir un petit peu au patient, si vous le voulez bien. Le patient a beaucoup changé au cours des dernières années et il fait partie des enjeux sociaux fondamentaux dans le cadre d'une réforme du système de santé. Il a beaucoup changé, alors il est devenu usager, j'aime pas tellement le terme d'usager du système de santé, mais enfin bref, je suis un juriste et je respecte la loi. Je vous remercie. Et il s'est instauré, je pense, depuis déjà pas mal de temps, et je vous le démontrerai à la fin de mon intervention, un immense malentendu qui, s'il n'est pas en partie réglé, eh bien, va gêner, va coincer la réforme et la lisibilité par le patient de toute réforme du système de santé, quelle que soit cette réforme d'ailleurs. Quel est ce malentendu ? Il s'est instillé dans l'esprit du patient, mais également du non-patient, de la société en général, une croyance fausse. La médecine est un art tout-puissant. La médecine va me guérir, va me sauver, je vois, j'entends les magnifiques progrès. On chronicise le cancer, on chronicise des maladies aussi fantasmées que le sida. On refait le visage d'une femme qui a été défigurée par un chien. Bref, on entend des tas de choses et on finit par s'imaginer que la médecine est un art tout-puissant. Et le patient va attendre du médecin, effectivement, qu'il serve cet art tout-puissant. Le médecin, qui est-il ? Il est comme vous et moi, nous sommes dans cette salle et nous avons ce statut ô combien perfectible d'être humain. Il est un être humain, il a le droit au doute, il a droit à l'erreur, il a droit à la fatigue. Le patient a oublié tout ça. Et je lis ça à la réforme d'un système de santé. C'est complètement dans le système. La médecine, un art tout-puissant. C'est ça un petit peu que l'on croit. Moi, j'ai des amis, j'ai un super médecin, j'ai une amie qui est enceinte, je me suis mis entre les mains de mon gynécologue, tout va bien se passer. Bien sûr que tout va bien se passer. Mais on finit par oublier, si vous voulez, cette notion de risque inhérent à la vie humaine. La médecine, un art tout-puissant. C'est exactement le contraire, et je parle devant beaucoup de médecins ici dans cette salle. C'est tout le contraire d'un art tout-puissant. C'est un art humble, un art dangereux et un art au contour très incertain. Donc il faut aussi, indépendamment de ce que les économistes, ce que les politiques, ce que les juristes nous feront dans le cadre d'une réforme à faire ou à ne pas faire de façon très organisée ou par petites touches, il faut faire de la pédagogie vis-à-vis du patient pour lui faire comprendre qu'effectivement, la médecine est un art dangereux et que le médecin est un personnage fragile avec de frêles épaules. Ça, c'est un point important. Il faut aussi travailler là-dessus. Moi, c'est une partie de mon travail. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai les cordes vocales complètement usées. Je passe ma vie à l'université et dans toute la France à parler de ceci aux gens, aux associations, à mes étudiants. Maintenant, la loi. Moi, je suis un juriste, j'aime le droit, comme vous aimez la médecine, comme vous aimez les métiers qui sont les vôtres, économistes, médecins, directeurs. J'aime le droit. La loi. Qu'est-ce que la loi aujourd'hui ? Je ne critique pas la loi sur le fond. Mais j'émets quand même une remarque et peut-être une alerte. Une des dernières lois relatives à la santé, dont je ne critique pas le fond, 257 articles, 54 pages du journal officiel. C'est le lait de mes étudiants. Ils adorent. Ils n'en dorment plus la nuit. On commente. Et que trouve-t-on dans cette loi où il y a des choses très intéressantes ? Les mannequins trop maigres, la lutte contre les animaux nuisibles, la lutte contre le tabagisme, tout ça c'est très important. Et puis aussi la formation, le service public hospitalier, le parcours de soins du patient. Bref, tout est mélangé. Et la loi perd de son épure. Et en perdant de son épure, elle perd de sa force, elle perd de sa lisibilité, elle perd de son efficacité. Il faudrait que le législateur, notre législateur, moi j'ai beaucoup de respect pour le législateur et je pense que nous avons un législateur de bonne qualité, quelle que soit sa couleur du moment. Nous avons un Parlement de qualité. Eh bien, il faudrait que le législateur revienne aux origines, aux sources de la loi et ne fasse pas peut-être une oreille, ne prête pas une oreille trop, parfois peut-être complaisante, le terme est un peu sévère, à tel ou tel lobby qui veut absolument que l'on insère dans le texte de loi voté par le Parlement telle ou telle disposition. Moi, cette loi et les lois précédentes, je les trouve pour la plupart d'entre elles très intéressantes quant à leur noyau. Mais ce noyau, on ne le voit plus.
parce que tout autour, il y a des choses qui sont un petit peu exogènes. Donc il faut en revenir peut-être à cette épure de la loi. Sinon, le patient qui vous voit comme des êtres supérieurs, ce que vous n'êtes pas au-dessus des autres, vous êtes au-delà des autres, parce que vous, votre métier, c'est le toucher du corps en souffrance, c'est la vie, et c'est la mort des gens. Et c'est aussi la guérison des gens. Donc il faut que le patient puisse comprendre tout ceci. Alors à côté de ça, j'ai entendu des choses très intéressantes au cours de cette table ronde. Oui, il y a des choses qui sont gênantes. Nous, les juristes, nous avons un pas très lent. Nous avons le pas lent, nous les juristes. Nous sommes là pour analyser, expliquer et parfois juger. Effectivement, on est un peu perdu. On parlait des groupements hospitaliers territoriaux. Moi, j'ai fait des analyses là-dessus. Je me suis dit, est-ce que c'est une construction kafkaïenne ou est-ce que c'est quelque chose qui va effectivement servir à la fluidité dont on a besoin dans nos temps d'aujourd'hui? Je me posais la question, je continue de me la poser. Ma réflexion n'est pas complètement achevée. Et voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, cher monsieur, boum, l'article 51 qui tombe. On est tous un petit peu tétanisés, on ne comprend plus très bien ce qui se passe. Peut-être parce que chacun veut mettre, comme dans l'éducation nationale, sa pierre à l'édifice. Il faut en revenir effectivement à davantage de sérénité. Et en ce qui concerne la responsabilité, il faut réécrire, il faut que nous, les juristes, nous réécrivions un droit de la responsabilité. Parce que du fait du partage, de la porosité très importante entre les uns et les autres, tous ceux dont le métier est de toucher le corps d'une personne qui souffre, tous ces gens-là ont un objectif commun, c'est qu'elle aille mieux. Et donc ces gens-là doivent communiquer, être en porosité les uns par rapport aux autres, en osmose les uns par rapport aux autres. Ça va déclencher, ça déclenche déjà, y compris dans l'esprit d'un certain nombre de magistrats, des questions sur la responsabilité. Qui est responsable de quoi? Y compris dans un GHT, où se trouve la responsabilité. Lorsque on va parler donc de délégation de tâches plus ou moins acceptées, mais ça c'est du dialogue, c'est de la pédagogie et c'est de la discussion entre les différentes parties. Alors effectivement, qui est-ce qui est responsable du préjudice éventuellement causé? Nous avons, alors la jurisprudence va faire son travail. Le travail de la jurisprudence est toujours un travail très exploratoire, ou en tout cas assez exploratoire. La loi, je ne suis pas sûr que la loi puisse donc graver dans le marbre quelque chose qui va évoluer dans le temps de façon pratiquement permanente. Donc il faut que nous réécrivions, que nous repensions le droit de la responsabilité, parce que là encore, dans un système de réforme à entreprendre, même si nous partons d'une base qui est magnifique, parce que le système de santé français, ça a été dit tout à l'heure, est un système absolument magnifique, qu'il faut aujourd'hui effectivement davantage chérir, en le protégeant davantage. Eh bien, il va falloir que nous arrivions, nous, à vous donner de la lisibilité sur ces questions de responsabilité. Il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens. On n'est pas en Californie, on n'est pas en Floride, où le médecin, dès lors qu'il est confronté à une souffrance, est considéré comme présumé responsable. On n'est pas dans un système comme ça, dans le système français. Mais il faut néanmoins que nous vous sérénisions dans le cadre de votre activité, dans le cadre des réformes que vous êtes en train de vivre et parfois d'entreprendre vous-même. Et ça, c'est le travail du juriste. Et je le rappelle, je voudrais juste, pour terminer, si vous m'y autorisez, j'ai 1 minute, pas plus, revenir sur ce patient. Je vais vous lire, moi je ne lis jamais de notes, mais je vais vous lire quelque chose, et c'est tellement bien écrit que je ne veux pas l'égratigner. Je vous demande 1 minute. « Vas-tu me sauver ?» murmure le garçon, ébloui par cette toute-puissance sévère. Ils sont comme cela, les gens de mon pays. Au médecin, ils demandent toujours l'impossible. Le curé est assis chez lui, à réduire en charpie ses vêtements de messe, mais du médecin, ils attendent tout. Ils attendent tout de sa main fragile de médecin. Voilà le malentendu. Alors cette phrase, enfin ces belles phrases, n'ont pas été écrites hier ou cette nuit, on va voir. Elles ont été écrites en 1919 par Franz Kafka dans une nouvelle qui s'appelle Un médecin de campagne. Donc vous voyez ce malentendu, en fait, je fais un peu d'histoire du droit, il remonte en fait aux Lumières, lorsque la médecine s'est affranchie du divin. Et ce malentendu est là, et il est toujours là. Et il faut que nous le réduisions. C'est un élément nécessaire à la réussite d'une réforme du système de santé que de non pas mettre à mal, à bas, c'est pas possible, mais de réduire autant que faire se peut ce fameux malentendu. Je vous remercie et pardon pour ma voix complètement éraillée. Merci. Donc, merci aux 6 intervenants. Donc s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle. Oui, devant. Moi j'en ai une. Ah, Pascal. Pardon. Laurent Vercoustre, gynécologue obstétricien à la retraite et auteur d'un livre, Réformer
santé, la leçon du Michel Foucault. J'ai trouvé ce que vous avez dit particulièrement intéressant, parce qu'au fond, c'est peut-être le cœur de mon livre. Et ce que vous avez dit, je l'exprime un petit peu différemment, mais en empruntant une formule de Kant. Au fond, ce qui va conditionner, ce qui va faire basculer le moteur de la réforme, je crois que c'est ce que Kant appelait la sortie de minorité du patient, de l'état de minorité du patient. Et c'est vrai que moi, mon expérience de médecin, les patients, enfin les patientes, puisque moi j'étais gynécologue, sont toujours très soumises. On attend tout de son médecin aujourd'hui. Et il se trouve qu'un certain nombre de phénomènes font que ce patient doit sortir de sa minorité, parce qu'aujourd'hui, le paysage épidémiologique a changé. Ce sont les maladies chroniques qui prédominent. Donc ce sont des maladies comportementales. Donc c'est le malade lui-même qui doit se prendre en charge. Mais donc mon livre est inspiré par Foucault. Et ce que Foucault apporte de supplémentaire, c'est de montrer que la médecine a été la grande héritière du pouvoir pastoral et que cette relation de soumission entre le patient et le médecin est très inspirée. C'était une façon de recoder la relation du prêtre et de son pénitent. La médecine a repris les valeurs de la pastorale chrétienne et se les a appropriées. Et c'est donc de ça qu'il faut sortir aujourd'hui, avant tout, et je crois que c'est vraiment... Donc là, j'étais très content d'entendre un discours comme le vôtre. Merci de votre témoignage. Je crois qu'on a une question ici. Oui, on va te donner le... Et moi, j'avais une petite demande à faire à nos amis également. Tu poseras ta question, Pascal, après. Non, je voulais simplement, Yves Mathillon, là, je voulais simplement vous remercier, là, M. Coursier d'une part, et M. Villanova d'autre part, parce qu'on a toujours des discours, comme disait Dalida, parole. Hein. Mais les deux éléments importants, et je les remercie d'en avoir parlé, c'est un, l'argent, et ça on n'en parle jamais, et deux, c'est le droit et la vocation, y compris déstructurant de l'organisation réglementaire et juridique des métiers, parce qu'on nous demande de travailler ensemble et tout est fait pour cliver. Donc je veux dire merci pour avoir introduit cette notion qui est capitale dans l'évolution du système. Merci. Pascal, tu voulais faire un commentaire ou poser une question ? En réalité, une question, c'est-à-dire qu'en fait, on était ici dans une table ronde que l'on a voulu, on semble assez politique finalement dans notre réflexion. Dans quelques jours, et ce n'est pas de la science-fiction, le président de la République doit annoncer, je dis dans quelques jours, probablement dans quelques semaines, une réforme. Si on vous posait la question aux uns et aux autres, en deux mots, les fonctionnaires ne sont pas obligés de répondre, mais les autres, je le dis pour Charles, qui prenait quelques prudences, qui n'est pas le seul, quels seraient les quelques éléments que vous voudriez absolument voir dans la loi, parce qu'on imagine que ce sera une loi, encore que ce n'est peut-être pas si sûr, mais en tout cas dans l'évolution, dans les mutations qui pourraient s'opérer. Exercice, et après le déjeuner, et après je vous raconte la fin de l'histoire. Et Dominique avant. Peut-être dans ces conditions, ils vont réfléchir à la réponse. Vas-y, pose ta question. Dominique Jacoenco, infirmier libéral en Occitanie. Donc j'ai l'honneur de représenter les infirmiers libéraux et surtout associatifs. Donc je voudrais rebondir. Alors, je vais vous taquiner un peu. Monsieur Beffa a parlé d'une plateforme interactive qui s'adresse à tout le monde, mais qui permet le dialogue particulier. Donc venez voir notre atelier, vous aurez l'outil qui existe, qui se développe. L'université du change management, est-ce qu'on ne peut pas l'appeler un changement maintenant ? Et pour revenir sur ce que Martial disait, on a des capacités qui ne sont pas utilisées. On a énormément, par exemple, d'infirmiers qui veulent travailler en pluridisciplinaire, qui sont formés à la consultation infirmière, à la pratique avancée. Et on n'est pas là pour prendre la place des médecins, mais pour travailler avec en pluridisciplinaire. Le seul problème, on empile. On demande de créer des ESP, des CPTS qui ne sont pas financés. Il faut être un MSP pour être financé. Donc moi, je travaille avec Martial. À 20h le soir, on va se retrouver, on va travailler. On n'a pas de financement pour ça. Donc le changement maintenant, il y a plein de possibilités qui existent. Je vais vous dire que sur Alès, Toulouse, Grasse, Lunel, Valence, Gap, Annemasse, il y a des groupements pluridisciplinaires avec des infirmiers à la manœuvre qui ne demandent qu'à une chose, exercer leur art au profit du patient. Merci. Bravo. On t'écoutera tout à l'heure. On passe à ta réponse. C'est par vous, si vous voulez. C'est moi qui vais commencer. Et je en vous 5 remercie. secondes, si j'ai bien compris. 5 secondes par personne. Non, mais 5 secondes. Alors, je ne sais pas ce qu'il va annoncer ni ce qu'il peut annoncer. En tout cas, je pense que la notion d'échelle, à quelle échelle on raisonne, ça me semble structurel.
Et donc là, je pense qu'il est maintenant nécessaire de changer d'échelle, avec tout ce que ça comporte, bien sûr, ce petit mot autour de l'échelle de raisonnement autour d'un territoire, ça comprend plein de choses, mais je pense que, voilà, et on a bien vu au niveau du Danemark, même si on ne prend pas d'excuses, madame, d'abord, on ne sera jamais des Danois, hein, ça c'est clair, et donc il y a un aspect culturel très fort, et qui n'est pas une excuse, qui est un fait, et puis après, il n'y a pas la même échelle. Donc si on veut arriver à des changements, il faut changer d'échelle d'organisation. Et puis, encore une fois, il faut probablement, enfin en tout cas certainement, si on veut changer, modifier des éléments de mode de financement, très clairement. 5 secondes à vous. Territorialiser. La réalité n'est pas la même selon les territoires. Il faut adapter, effectivement, il faut s'adapter à ces données-là. Tout ne peut pas partir d'en haut, tout ne peut pas partir de Paris. Ça, c'est le premier aspect, territorialiser. Deuxième aspect, être en connexion avec les soignants. C'est quand même les soignants qui soignent. On ne peut pas faire des choses, non pas contre eux, rien n'est fait contre eux, mais en tout cas qu'ils ne comprennent pas. Hein. Et le troisième aspect, c'est humanisme dans l'approche de cette réforme. Merci. Donc, comme j'ai le droit de répondre, pour moi, ça serait permettre à mes patients d'avoir accès à l'innovation. L'innovation, ce sont les traitements de demain, et c'est important. Et deuxièmement, mettre un peu de tarification au parcours. Il est anormal qu'en France, les femmes qui ont un cancer du sein, on leur fasse 25 séances de radiothérapie, alors que l'on sait que 15 séances seraient aussi efficaces, tout simplement parce qu'on est tarifé à la séance. Je dis un mot aussi, du coup. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même un peu de contradiction dans... Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même un peu de contradiction. C'est qu'à la fois, on a vu qu'il y avait un appel de la part de plusieurs intervenants à une certaine constance, donner du sens, de la visibilité et de la stabilité. Et en même temps, on a parlé de culture de l'échec, droit à l'essai, changer et rechanger et réessayer. Et donc, on se retrouve un peu dans cette dialectique-là qui est où placer le curseur entre les deux, avec ce qu'a dit Martial, la nécessité de faire confiance et redonner des espaces de créativité, que je reformulerai sur comment on peut développer plus encore et partout une culture de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat chez tous les professionnels de santé. Elle existe. Alors, il y a des professionnels libéraux qui ont une culture de l'entrepreneuriat dans leur cabinet. Il y a des professionnels hospitaliers qui font de la recherche et donc qui sont aussi dans cette démarche-là. Mais en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est d'aller peut-être plus loin que ça. Donc, probablement, me semble-t-il, par rapport à la transformation du système de santé que l'on souhaite, le sujet n'est pas celui d'une loi, mais plutôt celui de dispositifs d'incubation pour donner cette envie. Ce n'est pas de la loi, c'est de la formation, c'est peut-être de l'argent, c'est de l'hybridation, c'est faire se rencontrer des acteurs. Et donc, probablement, peut-on souhaiter ne pas voir apparaître une énième loi, mais peut-être d'autres modalités d'intervention du régulateur autour de ces dispositifs d'incubation. Constance et Clémence. Une seconde. Une seconde. Alors là. Il y a le déjeuner. Non, vas-y. Une seconde. Tu as une seconde. Ah, en une seconde. Ben, le président de la République m'appelle et je lui fais une loi. Ça, non, mais on peut faire des mesures tout de suite, demain matin, qui ne coûtent rien et qui résolvent une partie des problèmes. Renouvellement d'ordonnances pour les malades chroniques chez le pharmacien. Suivi des patients à domicile, où aujourd'hui les infirmières courent après les médecins généralistes pour avoir une ordonnance organisée par les infirmières qui font leurs propres ordonnances et qui assurent dans le continuum la prise en charge des personnes âgées, des personnes dépendantes à domicile. C'est des mesures qui sont faites demain matin et qui ne posent aucun problème financier ou organisationnel, en dehors du fait que les médecins vont pas être très contents. Et puis, entrer aux urgences des hôpitaux lorsque, en dehors des situations d'urgence où on est couché enseignant, lorsque les professionnels de santé de ville ont décidé que c'était utile et à charge pour les professionnels de santé de ville de faire leur travail. Les 33 millions de passages aux urgences, c'est un acte par jour par généraliste. Donc il faut que les généralistes fassent leur travail, c'est moi qui le dis. Et puis... Une seconde, c'est bon. Rémi. Non, mais et ça ne m'étonne pas, je suis assez en phase avec Clémence. Ce qui serait assez sympa, c'est qu'il annonce qu'il n'y aura pas de loi. Exactement. De façon un peu provocatrice, et qui, parallèlement, essaye de donner du sens
de mettre en cohérence tout ce qui a été fait depuis 10 ans ou 15 ans. Alors, malgré des discordances, et j'entends notamment sur le financement hospitalier que je connais moins bien, mais voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a plein d'outils, de possibilités d'expérimentation, d'évolution des modes de tarification, de financement, mais il faut donner du sens. Charles, terminé. Alors, oui, en un mot, mettre fin à la concurrence publique-publique et assumer une gradation des soins pour faire ce que disait Martial tout à l'heure, c'est-à-dire que les CHU ne soient pas obligés de faire de l'hôpital général de proximité pour arriver à survivre avec leurs activités de recours. Et vraiment, d'un point de vue très opérationnel ou pratico-pratique, un assouplissement des règles de gestion et notamment du personnel de la fonction publique pour amener un certain nombre de transformations qui ne peuvent pas se mener aujourd'hui du fait de règles trop rigides.